Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau débat organisé par la Lettre M en partenariat avec EDF. Nous allons aujourd'hui parler de l'industrie. L'industrie est-elle devenue le nouvel Eldorado du recrutement, en particulier en Occitanie? C'est le sujet et la question sur laquelle nous allons échanger aujourd'hui avec mes intervenants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler un petit peu avec Sylvain Vidal, le délégué régional Occitanie EDF. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour, merci beaucoup à vous. Vous êtes donc directeur régional Occitanie d'EDF et je voudrais qu'on pose un petit peu le cadre de cet échange que nous allons avoir ensuite sur la table ronde, puisque avec la Covid, avec maintenant l'actualité internationale, en particulier le conflit en Ukraine, on parle beaucoup de l'industrie et des enjeux de souveraineté. Oui, en effet, je pense qu'il y a une prise de conscience générale qui s'est faite d'abord avec la crise sanitaire sur les masques, la production de masques, de médicaments et aujourd'hui avec la situation dramatique qu'on vit en Ukraine, sur l'importance d'un pays dans sa capacité à produire. Et bon, il faut trouver en effet l'équilibre entre, je dirais, conjuguer une globalisation qui reste mondiale et puis l'enjeu de la souveraineté. Mais c'est manifeste que sur les enjeux de l'alimentation, de la santé et de l'énergie, cette question de la souveraineté est au cœur de l'actualité. Alors, comme vous le disiez, il y a beaucoup de tensions sur l'énergie, on en parle en ce moment effectivement. On connaît aussi les tensions et on va en parler en termes d'emploi. Est-ce que ça remet en cause les objectifs qui étaient fixés vers l'environnement ? Alors au contraire, je pense que la situation que nous vivons met en évidence en fait la convergence qu'il y a entre la lutte contre le réchauffement climatique et l'enjeu de décarbonation de nos activités et cet enjeu de souveraineté. Bon, évidemment, quand je dis ça, je fais référence à la crise qui est actuellement sur le gaz russe, qui est une énergie carbonée, et sur l'importance d'un pays. Enfin, c'est la conviction que nous avons à EDF qu'il faut arriver à avoir une source d'énergie de production décarbonée. Alors pour l'électricité, qui repose pour nous entre un équilibre entre les énergies renouvelables et le nucléaire, et puis aussi évidemment d'accompagner l'ensemble des citoyens pour, je dirais, décarboner leurs usages, c'est-à-dire substituer les énergies fossiles, comme le fioul, le charbon, le gaz, pour le remplacer par des énergies décarbonées. L'électricité en est une, ce n'est pas forcément la seule. Dans une vision du monde qui est partagée aujourd'hui sur le fait que demain, en 2050, on aura 30%, on aura une baisse de la consommation énergétique globale, mais globalement une augmentation d'au moins de l'ordre de 30% de l'énergie électrique. Alors, on va se rapprocher du territoire Occitanie, on est parti de l'international, parce que EDF est une grande entreprise très présente en Occitanie. Comment est-ce que vous vous positionnez ? Alors, en effet, EDF, le groupe EDF en Occitanie, je dirais, est un acteur industriel majeur avec 9200 salariés. C'est aussi un acteur très ancré dans son territoire, ça fait très clairement partie de notre ADN. Et aussi un élément qui est pour nous important, il y a une résonance avec, je dirais, notre environnement local sur cette importance à accompagner dans la décarbonation du territoire et aussi à créer des filières industrielles qui œuvrent dans cette décarbonation. Donc pour nous, c'est des enjeux sur l'accompagnement de nos clients pour les aider à justement faire des économies d'énergie et se dégager des énergies fossiles. Et puis des enjeux très importants sur la production. On est une région sur laquelle, en particulier pour nous, la production hydraulique est très importante. La production nucléaire aussi, évidemment, avec Golfech et puis le Gard rhodanien, la proximité de Tricastin. Évidemment, un territoire aussi très privilégié sur le développement des énergies renouvelables. Donc on a un petit peu, je dirais, tout le panel des enjeux nationaux ou internationaux que j'ai décrits. Alors vous le disiez, vous êtes un acteur majeur de cette région Occitanie, de ce territoire, vous y êtes présent, vous le vivez. On va parler dans cette table ronde, au-delà, donc vous l'avez évoqué, les enjeux de souveraineté et de climat, on va se centrer sur l'attractivité des métiers de l'industrie, puisqu'aujourd'hui, l'industrie, c'est un fort recruteur de la région. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire en introduction de cette table ronde ? Oui, en effet, l'industrie au sens large est un fort recruteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un décalage d'image entre la perception que peuvent en avoir
certains jeunes, leurs parents, certains enseignants, et le potentiel qu'offre l'industrie pour en particulier les jeunes générations. Et pour nous, et ça va être évidemment un des enjeux des tables rondes, c'est montrer comment l'industrie offre des métiers qui sont porteurs de sens. Et là, je fais référence à ce que j'ai dit sur l'environnement. À quel point ce sont des métiers qui sont modernes, innovants, à la fois dans les technologies, mais aussi dans les modalités managériales. Je pense que ça, c'est aussi important. C'est ce qu'attendent les jeunes, d'avoir une ouverture sur ce point-là. À quel point aussi, montrer à quel point ce sont des métiers qui sont potentiellement évolutifs et diversifiés. Et puis, un enjeu important qu'on a relevé dans l'industrie, c'est l'attractivité vis-à-vis des femmes ou des jeunes femmes. Parce qu'il faut avouer que, bon, on offre à la fois des métiers sur lesquels, évidemment, qui leur sont accessibles. Et on a aujourd'hui un déficit important. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. On va se retrouver, Sylvain Vidal, en conclusion de cette table ronde. Je vous propose maintenant de regarder le portrait de nos intervenants. Élu en juin 2021, conseiller de la région Occitanie, en charge de la délégation économie, emploi, innovation et réindustrialisation aux côtés de la présidente Carole Delga, Jalil Benabdillah est aussi vice-président de l'Agence de développement économique de la région Occitanie ADOC. Une continuité de son engagement pour ce chef d'entreprise qui préside Leader Occitanie depuis 2015 et qui est membre des conseils d'administration d'Aerospace Valley et de l'IMT Mines Alès. Président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie Occitanie depuis 2018, Bruno Bergouin est aussi le chef de file de France Industrie Occitanie, l'organisation professionnelle unifiée de l'industrie qui regroupe l'UIMM, la Fédération du bois, la chimie, l'énergie, le textile, les médicaments, la filière carrières et matériaux, Polivia, agroalimentaire et nautisme. Il travaille au sein du groupe Safran en tant que directeur programme Airbus et ATR et directeur relations institutionnelles en Occitanie. Après avoir dirigé la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine et avoir été impliqué dans la gestion d'actifs des 88 réacteurs nucléaires à travers le monde, Hervé Maillard est depuis mars 2018 directeur de la coordination nucléaire. Ce diplômé en génie mécanique, engagé de longue date dans le soutien à la filière, fut secrétaire de la plateforme France Nucléaire et responsable de la conception, de l'instrumentation et du contrôle des centrales nucléaires en France et en Chine. Il est le directeur délégué permanent de la filière nucléaire. Jacques-Olivier Solé a les ressources humaines dans les veines. Après avoir occupé plusieurs postes de DRH chez Veolia Eau, il est depuis 2014 le directeur des ressources humaines d'Alkia Région Sud-Ouest. Accompagné par son équipe, il conseille le comité de direction sur les enjeux humains de la région et s'est attelé avec énergie à la création et à la structuration de la DRH dans le cadre de la création de la région Sud-Ouest. Alors si vous nous rejoignez, nous sommes donc en direct avec vous pour parler de l'industrie. La région Occitanie est-elle le nouvel Eldorado du recrutement, en tout cas pour l'industrie? C'est ce que nous allons évoquer avec nos 4 intervenants que vous venez de découvrir en images. Je vais commencer avec vous, Bruno Bergouin. Alors l'industrie, il y a 9 branches dans l'industrie, on ne va peut-être pas tous les citer, mais c'est la santé, la métallurgie, la chimie, l'agroalimentaire ou le bois, pour exemple. On s'est rendu compte ces derniers temps, on l'a évoqué tout à l'heure avec Sylvain Vidal, la prise de conscience en France que l'on devait donc s'occuper de l'industrie, réinvestir dans l'industrie, que l'écosystème était très favorable, qu'on était en plus sur des innovations à venir qui étaient des challenges formidables. Pour autant, quel constat dressez-vous aujourd'hui sur les emplois, sur cet état de l'industrie ? Oui, bonjour Virginie. Alors tout d'abord le constat en Occitanie, puisqu'on va parler de l'Occitanie aujourd'hui, nous avons à peu près 210 000 salariés, voilà, sur à peu près 10 000 établissements. Nous en avons perdu à cause de on va dire, suite à cette crise du Covid, sur la partie 2020, surtout 2020, début 2021, 2-3 000 salariés, qui sont d'ailleurs aujourd'hui pratiquement retrouvés. Mais effectivement, le choc a été important parce que c'était notre région d'Occitanie, qui est la 4e région de France, est également une région finalement très industrielle, avec beaucoup de salariés. Donc effectivement, après le premier choc du Covid, effectivement, il y a le rebond. Bon, effectivement, à l'instant T, aujourd'hui, premier trimestre 2022, nous avons aussi un écosystème géopolitique qui vient un peu nous heurter. Mais je pense que pendant cette crise, d'ailleurs,
D'ailleurs, on a fait une enquête avec l'UMM, l'Union des industries des métiers de la métallurgie, et l'IFOP, qui est paru la semaine dernière, où 90% de la population d'Occitanie a bien vu quand même les effets sur leur quotidien de ce manque d'industrialisation. Et de ces pertes d'industrie dans leur territoire. Et je pense que plus que jamais, l'individu, les citoyens ont pris conscience qu'ils avaient besoin d'industrie pour animer les territoires. Voilà. Donc le constat, il est à la fois que ces 2 ans ont été un peu difficiles, on les a passés, on a courbé les chines, on a courbé le dos, mais on les a passés. Et effectivement, on est sur une vision à long terme dont on parlera tout à l'heure. Mais effectivement, c'est vraiment le moment maintenant pour appuyer sur l'accélérateur sur 2 sujets. C'est l'attractivité de nos métiers et les formations. L'un va avec l'autre. Alors, on va y revenir. Hervé Maillard, le nucléaire, c'est une industrie du long terme. On a pris beaucoup de retard dans cette industrie. Le micro marche? Oui. Je ne sais pas si on peut dire qu'on a pris du retard. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a démarré le parc nucléaire il y a à peu près 40 ans, en majorité, et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit, suite au discours du président de la République, suite aux enjeux de décarbonation de l'économie française 2050, neutralité carbone en 2050, visée par l'État, ce qui va nécessiter de électrifier l'ensemble des processus industriels, remplacer le charbon, remplacer le gaz par de l'électricité. Donc une électrification des process très importante et ce qui va nécessiter une électricité décarbonée. Donc l'électricité décarbonée aujourd'hui, en France, c'est quoi? C'est les ENR, bien évidemment, et le nucléaire. Je rappellerai juste un chiffre qui est quand même intéressant à avoir en tête, c'est qu'en France, le kilowattheure moyen produit 60 grammes de CO2 et dans nos voisins à l'Est, il est plutôt aux alentours de 500-600 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors, dans ce contexte, le président de la République a décidé de relancer la construction de nouvelles centrales nucléaires. Il nous demande d'étudier la construction de 6 EPR, donc des centrales de 1600 mégawatts. En France et une option pour 8 réacteurs derrière. Ce qu'il faut voir, c'est que ces réacteurs vont générer un emploi local très important et avec une durée d'exploitation de 60 ans. Donc en fait, ça donne une visibilité aux régions, ça donne une visibilité aux gens qui veulent travailler dans le nucléaire extrêmement importante, extrêmement rassurante vis-à-vis des gens des jeunes qui veulent s'engager dans l'industrie. Donc je ne dirais pas qu'on a pris du retard, il faut relancer le système, il faut relancer avec les écoles, avec les rectorats. Oui, parce que vous me disiez, par exemple, aujourd'hui, quand on manque de soudeurs, par exemple, mais ce sont des formations, clairement, où le système scolaire a désinvesti les formations parce qu'il n'y avait pas de relance dans l'industrie. Donc aujourd'hui, il faut remettre en ordre de marche, ça faisait partie des constats. Autre constat aussi, une usine aujourd'hui que vous êtes en train de construire une centrale en Angleterre, une personne sur 2 qui travaillera n'est pas encore née. Tout à fait, ça c'est l'effet des 60 ans. Donc c'est intéressant, ceux qui construisent aujourd'hui, ils savent que leurs enfants pourront y travailler aussi derrière. Alors par rapport à l'exemple des soudeurs que vous prenez, c'est un exemple très intéressant parce qu'un jeune soudeur qui sort d'école, pour acquérir les compétences, les qualifications pour être soudeur nucléaire, il lui faut 2 ans de plus que son école. Donc une entreprise qui l'embauche va le former pendant 2 ans. Elle va donc investir pendant 2 ans sur ce jeune qui, derrière, peut quitter l'entreprise. Donc il y a une vraie question de fidélisation, d'attractivité, offrir des métiers d'avenir, offrir des visions d'avenir. On va y revenir. On va y revenir, si vous voulez bien, dans la 3e partie de cette émission. Je vais me tourner à présent vers Jacques-Olivier Solé. Donc, je rappelle que Dalkia, c'est une filiale du groupe EDF, que vous êtes dans les métiers de l'énergie, des métiers pour faire des économies à vos clients, qui sont les collectivités, les industries, les activités tertiaires, etc. Vous développez des énergies renouvelables, des mix énergétiques verts. Et donc, il y a un enjeu fort, on l'a dit, de décarbonation de l'industrie. Petit rappel pour la région, Dalkia, au niveau national, c'est 18 000 collaborateurs répartis sur 7 régions en France, et l'Occitanie, plus exactement sud-ouest, région sud-ouest, c'est 1000 collaborateurs. Alors vous, quel constat faites-vous de ce marché de l'emploi ces dernières années? Bonjour Virginie. Bonjour. Ça fonctionne? Oui. C'est très bien. Le constat déjà, c'est que l'activité de la transition énergétique
les besoins de recrutement et d'emploi dans la transition énergétique ne sont pas nouveaux. C'est un sujet que nous portons depuis ces dernières années, avec déjà un constat d'un décalage entre l'offre de formation et le besoin en ressources qualifiées pour pourvoir un nombre important d'emplois, puisque nos métiers chez Dalkia sont assez pourvoyeurs de main-d'œuvre qualifiée. Nous intervenons chez des clients et beaucoup de techniciens et d'ingénieurs, enfin de managers, de techniciens supérieurs interviennent sur tout le territoire. Et nous avons une activité qui est très territorialisée, et y compris sur des territoires ruraux, très éloignés des grandes métropoles comme Toulouse ou Bordeaux ou Poitiers, pour citer les plus grandes agglomérations sur le territoire de la région sud-ouest. Donc voilà, donc déjà le décalage entre l'offre de formation et l'emploi est un point important. Et il y a un deuxième phénomène que nous vivons aujourd'hui, qui est peut-être nouveau, et on verra comment les choses évoluent, c'est nous vivons chez Dalkia, comme un certain nombre d'employeurs, un phénomène de démission, on va le dire, de turnover un peu important ces derniers mois. Allez, globalement, pour donner quelques chiffres, chez Dalkia dans la région, c'est à peu près entre 2 et 3% de démissions chaque année, ce qui reste très faible par rapport certainement à mes collègues. L'an passé, nous étions aux alentours de 5-6%, et on va voir comment les choses évoluent. Et donc le sujet de l'attractivité, je rejoins ce que disait mon collègue M. Maillard à l'instant, le sujet de l'attractivité, de la capacité à fidéliser nos équipes, c'est quelque chose de très important. Merci beaucoup. Jalil Ben Abdillah, vous représentez la région, bien sûr, en tant que vice-président. Est-ce que vous faites le même constat que nos intervenants, et comment la région a-t-elle su ou pris en compte l'importance de l'industrie dans son programme et dans sa stratégie? Merci Virginie. Effectivement, je fais le même constat que mes collègues sur les tensions qui sont réelles entre le besoin en ressources humaines et les offres qui sont aujourd'hui disponibles. Jamais on a été dans cette situation. C'était une situation assez incroyable. Il y a quelques années, on passait d'une entreprise à l'autre pour convaincre les entreprises à recruter, à augmenter leur attractivité. Aujourd'hui, on cherche des ressources pour répondre aux besoins des entreprises. Donc le paradigme est là. Est inversé. Il y a eu un tsunami, une crise majeure qui a changé beaucoup de choses. D'abord, l'approche du travail. On va y revenir sur ces changements majeurs, importants de société. La quête de sens pour les jeunes, mais les moins jeunes. L'équilibre vie professionnelle, vie privée. Enfin, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Donc il y a eu vraiment des changements majeur. Et puis il y a aussi des opportunités avec un rebond qui était là présent, avec une croissance forte en sortie de crise Covid, modulo la crise ukrainienne et le contexte géopolitique qui aujourd'hui vient mesurer tout cela. Donc oui, le constat, on le fait. Que fait la région de manière concrète? La présidente Carole Delga déjà a pris conscience de l'importance de l'industrie en mettant dans son exécutif, et en l'occurrence dans ma délégation, la réindustrialisation, et a mis des dispositifs en face pour répondre à ce besoin de réindustrialiser l'Occitanie, bien sûr en phase avec la réindustrialisation du pays et de l'Europe en général. Deux aspects sur lesquels on travaille de manière concrète. Le premier, c'est sur l'attractivité de l'industrie et des métiers de l'industrie, avec des outils et des moyens. Et de l'autre côté, l'accompagnement aux entreprises qui souhaitent recruter pour les aider à trouver les profils qu'on appelle les profils pénuriques, donc, et avec des moyens là aussi. Et on reviendra aussi sur les outils qu'on a mis en place. Ben justement, je vous propose, messieurs, de nous pencher, maintenant qu'on a dressé un petit peu le constat, sur ces solutions de recrutement qui sont actuellement mises en place dans la région Occitanie. Bruno Bergouin, peut-être un mot d'abord. Quand on a échangé sur cette table ronde, vous m'avez dit d'abord il y a deux principales causes de tension qui sont liées à la situation des métiers techniques, qui ne sont pas forcément les plus recherchés par les collégiens, avec l'absence d'intérêt pour nos filières parfois, et puis un monde assez peu féminisé, et du coup on s'écarte, 10 à 15% je crois dans l'industrie, on s'écarte d'une part de la population. Alors, vous me dites, pourtant, on a des filières vraiment très attractives, et je voudrais que vous nous citiez des exemples, des actions très concrètes que vous avez mis en place justement pour aller recruter et pour attirer des profils. Alors, tout à fait. Alors,
tout d'abord, il faut rappeler que l'industrie, c'est un domaine où il faut du temps pour monter en compétence, il faut du temps pour avoir un retour d'investissement de ses capitaux, puisque on est dans l'industrie, donc on investit sur les hommes et bien sûr sur les entreprises. Alors, donc on est sur un temps long de formation, c'est évident. À court terme, effectivement, nous avons des pénuries dans certains domaines, dans des métiers, on va dire, d'aujourd'hui, mais qui seront des métiers d'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, seront aussi les métiers de demain avec des évolutions. Aujourd'hui, si vous regardez les métiers qui sont en tension, on a des métiers dans le domaine des opérateurs de production. Alors, opérateurs de production, ce sont des gens qui travaillent avec des machines de commande numérique, avec des machines d'assemblage sophistiquées, qui peuvent d'ailleurs même en piloter plusieurs. Nous avons des pénuries dans des domaines de techniciens de maintenance, et nous avons des pénuries dans des domaines on va dire aussi, de contrôle qualité. D'accord. Et c'est plus dans ces secteurs-là que dans des métiers d'ingénieur, par exemple. Ces secteurs-là, en revanche, ces pénuries, si vous les regardez, elles touchent les 9 branches industrielles d'Occitanie. Elles ne touchent pas que l'aéronautique. Je pourrais vous dire les mêmes problèmes chez mes confrères. Donc ça, c'est des pénuries de court terme. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rebond qui s'est fait quand même. Alors je parle... C'est pour ça que j'ai insisté sur le temps long. Les phénomènes géopolitiques du moment, certes, heurtent les recrutements, heurtent les recherches, mais quand on regarde avec une perspective, on est au-delà de ça. Je prends un exemple du trafic aérien. Il va augmenter de 2,9% par an sur les 40 prochaines années, là où la croissance sera de 2,2. Ça veut dire qu'on va être en dessus, on va être en permanence à la recherche à la fois des anciens métiers, mais également de nouveaux métiers, puisque nous sommes également heurtés, mais quand je dis heurtés, c'est positivement, par nos décisions de faire des avions plus verts, de faire des bâtiments, je pense à mes collègues du bois, plus vertueux. On a parlé de l'énergie à l'instant. Et donc, effectivement, il y a tout un tas de nouveaux métiers qui viennent aussi arriver. On va dire... peut-être un peu plus liés dans le domaine de l'ingénieur ou de technicien qualifié, avec quelques options. Et encore une fois, je fais la passerelle entre les gens de production et ces métiers qualifiés. Il n'y a pas de, c'est pas une critique. Les deux se rejoignent. Et les passerelles, d'ailleurs, entre tous ces métiers sont évidentes aussi. Donc, on peut évoluer. Donc, c'est pour ça que nous travaillons énormément sur deux sujets, l'attractivité et la formation. Et c'est pour ça que nous avons décidé, vous disiez, les 9 branches industrielles en Occitanie, de voir ce que nous pouvions faire ensemble sur ces deux piliers. Je vais vous donner un exemple, puisque vous me l'avez demandé, parce que je crois que travailler tout seul, c'est bien. Chacun a pu démontrer qu'il pouvait le faire, mais il faut être un peu plus efficace, parce que quand on regarde à l'échelle d'une région, il faut prendre en compte les territoires, les bassins d'emploi. Vous savez qu'il est très difficile de faire bouger des populations d'un bassin d'emploi à un autre. Donc c'est très important d'avoir des cartographies des besoins de chacun des territoires. J'en ai pas en territoire, tout ce qui est autour de Tarbes, tout ce qui est dans la Mécanique Vallée, tout ce qui peut être dans le Gard, dans les Pyrénées-Orientales. Et donc à partir de là, on a fait des diagnostics avec nos collègues et on a lancé un projet qui s'appelle le projet Passerelle, qui est d'ailleurs très aidé par la région. Et Jalil peut-être complétera, et par l'État, et on travaille avec Pôle emploi. Le but, c'était... à travers notre observatoire des métiers, des compétences et des besoins, c'est de regarder vraiment les besoins intrinsèques et faire première chose, faire que s'il y avait une industrie qui pouvait avoir des cycles à contresens d'autres entreprises, qu'on ne perde pas les gens que nous avions formés difficilement. Donc d'abord, garder les compétences, puisque quand il y a eu la crise du Covid, on s'est posé la question de voir, il y a eu la crainte de perdre des compétences. Donc le but, c'était de sauver des emplois, et on a sauvé à peu près 900 emplois en faisant cette dynamique. Alors, soit des fois, c'était des prêts de personnel, soit c'était des recrutements, mais on a travaillé par territoire, parce que quelqu'un qui est à Tarbes, vous avez très peu de chances de l'envoyer dans le Gard. Et la région est très, très, très grande. C'est pas Jalil qui, je vais le dire, il doit faire beaucoup de kilomètres. Donc il faut vraiment. Oui, il fallait cet observatoire pour savoir dans chaque secteur industriel et dans chaque territoire quels étaient les besoins. Parce qu'une fois que le diagnostic est fait et quand on voit qu'il y a une pénurie, par exemple, d'opérateurs de production, eh bien, on se met ensemble à former 3 opérateurs pour la métallurgie, 3 pour le bois, 3 pour le. Et on lance des formations communes pour essayer d'être dans une spirale positive. Et donc ça, c'est le système passerelle, le dispositif passerelle industrie. Qui vient s'ajouter à tout ce que la région a déjà fait, ou peut-être que l'État fait, mais qui est coordonné sur ces deux thèmes, ces deux jambes, attractivité et formation,
Avec les 10 branches industrielles. Et ça nous fait travailler, on est quand même plus fort en travaillant ensemble que tout seul. Alors justement, je vais faire réagir Jalil Ben Abdillah, puisque la région, vous avez été cité, vous êtes partenaire de ce dispositif Passerelle Industrie, mais ce n'est pas le seul dispositif sur lequel la région travaille, apporte des solutions concrètes et s'investit pour justement parvenir à ce recrutement dans l'industrie. Oui, en fait, la région a réagi très vite avec les professionnels et avec les filières, évidemment, pour parer à cette crise. Et donc, dans le dispositif Passerelle, qui est financé par l'État et la région à hauteur de 80% région, 20% l'État, est un exemple qui est très précis parce que, je rappelle, ça fait aussi écho à la crise 2009 où on a perdu beaucoup de compétences, où on n'a pas su réagir et donc on a appris aussi de nos erreurs et donc c'est une réponse concrète. Je l'ai dit tout à l'heure, la région joue sur les deux paramètres qui sont l'attractivité des métiers. On a un appel à projet important qui s'appelle Infométier qui vise deux populations, les scolaires d'un côté évidemment et les demandeurs d'emploi. Il y a des actions précises avec un ensemble de filières structurées pour évidemment montrer d'abord aux filles que c'est possible de travailler dans l'industrie, démystifier l'industrie, montrer le visage réel de l'industrie qui est une industrie moderne, numérique, qui a intégré la transition énergétique, mais aussi donc l'industrie du futur, robotisée, cobotisée, etc. Donc montrer toutes les perspectives aussi, donc tous les métiers possibles dans l'industrie. Ça, on fait un travail avec évidemment les syndicats professionnels et les filières et les pôles de compétitivité. Sur le volet, on va dire, accompagnement au recrutement pour les entreprises, on a d'abord un dispositif simple et très concret, c'est le Pass RH qui permet à des entreprises de faire appel à un professionnel pour des profils pénuriques, difficiles, complexes parfois à trouver, ou parce qu'il y a des spécificités du métier, ou parce qu'il y a parfois des questions de territorialité moins attractives aussi, et donc il faut un coup de main. Il est plafonné à 20 000 euros, donc d'aide, c'est à hauteur de 50% de la dépense de l'entreprise. On a évidemment d'autres dispositifs, donc passerelles. On a aussi on encourage le travail mutualisé, ça veut par les groupements d'employeurs. Donc là aussi, il y a des aides spécifiques, bien sûr moyennant des conditions précises pour donc les groupements d'employeurs. Il y a les salons TAF aussi. Les salons TAF qu'on a déployés un peu partout. Dans toute la région, qui visent des publics jeunes, mais aussi moins jeunes. Mais donc c'est vrai que la cible première, c'est les publics jeunes, où là on a de l'orientation, de l'information, on parle emploi, on parle aussi formation. Donc évidemment, il y en a quasiment, j'allais dire en ce moment, à un rythme de 1 par semaine dans tous nos départements. Et on s'appuie beaucoup sur deux structures qu'on a, pour terminer, c'est les maisons d'orientation et les maisons de la région qui sont là aussi implantées dans les territoires, au plus près de ces publics-là, pour informer et mettre à disposition, on va dire, que ce soit des accompagnateurs au retour à l'emploi, que ce soit des équipes pédagogiques quand elles le souhaitent, tous les outils qu'a mis en place la région. Il y a un magazine aussi sur la transition de l'industrie en Occitanie qui va sortir le 1er décembre prochain, qui sera en ligne sur le site meformerenregion.fr. Pour mieux faire connaître. Pour mieux faire connaître, mieux valoriser la filière industrielle et montrer tout le potentiel qu'elle offre en ce moment. Et donc, pour essayer d'en faire un Eldorado, comme vous l'avez suggéré. Un Eldorado. Alors justement, Jacques-Olivier Solé, partant de ce constat de la pénurie et de la concurrence aussi, parce que du coup, tout le monde se retrouve sur ces métiers en tension, vous avez pris le taureau par les cornes de la formation, on va dire, chez Dalkia. Oui, effectivement, il n'y a pas de fatalité. Si on regarde le sujet par le mauvais bout de la lorgnette, on se dit que c'est une montagne infranchissable et on n'y arrivera pas. Or, on y arrivera et on y arrive. Donc il y a bien des solutions. Donc le parti pris chez Dalkia et de façon générale dans le groupe EDF, mais c'est de mettre le paquet sur la formation et sur l'alternance. Et donc il faut qu'on forme nous-mêmes les formations qui n'existent pas sur le marché, et les jeunes et les moins jeunes qui n'ont pas les formations adaptées pour être chauffagistes, techniciens en climatisation, en ventilation, ou qui connaît le process industriel quand on intervient sur les problématiques énergétiques de nos clients industriels. Donc ça, c'est l'alternance sur la région sud-ouest, c'est dans les faits pratiquement, il y a quelques années, en 2017,
à peu près 3% de l'effectif était consacré à des personnes en alternance, hein, tout confondu. Cette année, nous serons entre 5,5 et 6%. Donc on a doublé la bande passante et avec derrière un sujet deux points que je voudrais développer. Le premier, c'est l'alternance. Ce n'est pas que des jeunes apprentis qu'on prend au berceau en formation initiale pour préparer un bac professionnel ou un BTS. Alors certes, il en faut et c'est indispensable. Et il faut intégrer nos jeunes et rendre nos métiers attractifs. Mais c'est aussi l'alternance, la formation professionnelle en alternance avec des dispositifs qui sont construits, des titres professionnels validés par la profession que nous arrivons à construire avec notamment des partenaires. Alors le campus d'Alkia est le principal partenaire pour nous la région, mais nous travaillons également avec des organismes de formation type l'AFPA. Donc, nous avons monté un titre TMCVC, technicien de maintenance en chauffage, ventilation, clim en zone toulousaine. Et une promotion est en cours de réalisation avec une dizaine de techniciens en formation, ce qui nous permet de diversifier les profils. Donc c'est le deuxième sujet que je voulais citer, donc la diversification des profils. Il y a des jeunes et puis il y a des personnes qui sont intéressées par nos métiers. La transition énergétique, c'est un métier qui est plein de sens, on en parlait déjà tout à l'heure, et il y a des choses à faire valoir pour des professionnels qui se posent des questions sur leur avenir professionnel, des professionnels ou des demandeurs d'emploi, des personnes qui ont des accidents de carrière, peuvent être intéressés par nos métiers. Et pour ce faire... Il y a un dispositif, je crois, dont vous allez nous parler, le POEC, c'est ça? Alors, la POEC. Dire un petit mot. Donc, en fait, notre sujet d'identification, alors de vendre, enfin, d'expliquer quels sont nos métiers, il faut toucher des publics très, très variés. Alors, je vais vous dire deux mots de la préparation opérationnelle à l'emploi collective. Alors, POEC pour les POEC. Voilà, c'est un dispositif réalisé en partenariat avec le Pôle emploi. Et un organisme de formation avec des financements par l'OPCO, hein, les organismes financeurs de la formation professionnelle, l'OPCO 2I en l'occurrence, qui permettent donc qui visent donc des demandeurs d'emploi qui vont suivre un stage de formation de 400 heures accolé avec un organisme de formation qui dispense des formations très directes à nos métiers, permet de valider à la fois l'employabilité, l'intérêt pour le métier et en contrepartie de ces 400 heures donc financées à la fois par l'OPCO. Des formations du coup qui sont ciblées sur le besoin. Sur le besoin, complètement adaptées à nos métiers. Parce qu'on a souvent dit qu'il y avait une dichotomie et que c'était le problème entre les demandeurs d'emploi, les formations existantes et les besoins réels des actifs. En fait, le contenu des formations est travaillé avec mes équipes pour adapter. Alors on part d'une adaptation en fait du titre TMCVC en version allégée avec selon la situation, selon le bassin d'emploi, un peu plus d'électricité, un peu plus de chauffage, un peu plus de clim pour rendre les choses très très adaptées à la situation. C'est du sur-mesure, on va dire. Allez, c'est de la demi-mesure. Voilà, on va dire. En contrepartie de cette période, l'employeur, nous nous engageons à proposer un contrat d'alternance ou un CDD de plus d'un an ou un CDI. Nous sommes en train de monter un dispositif, alors c'est pas en Occitanie, mais où on passera directement de la POEC à un CDI. Mais voilà, donc l'enjeu est de pouvoir nous adresser à des populations qui ne seraient pas venues spontanément vers nos métiers, de vérifier qu'ils en ont la motivation, l'intérêt et aussi les prérequis techniques après la formation de 400 heures. Et ensuite, on reprend la main sur des dispositifs de formation en alternance qualifiantes. Voilà. Et puis évidemment. Donc ça, c'est un dispositif que vous avez testé l'an dernier. On l'a testé. Alors on l'a testé en 2019. Ça a fonctionné. Oui. Bon, en 2020, année Covid, ça a été difficile. Voilà. Nous avons reproduit l'exercice en 2021. Et cette année, nous le reproduisons sur Toulouse. Nous montons, faisons une expérience. Alors sur une autre zone avec la profession, avec la FEDEN, avec la branche professionnelle, pour essayer de monter ce type de dispositif en partenariat avec les entreprises qui font le même métier que d'Alkia. Il y a des gros œuvrants sur le marché pour essayer de travailler avec eux et de voir si on peut mettre nos moyens ensemble. Bon, voilà. Et une troisième opération. Ce sera en septembre. Ce sera en septembre. Et une troisième opération que nous démarrons dans le nord de la région, du côté de Poitiers, Châtellerault. Mais là, ça nous concerne moins dans le sujet d'aujourd'hui. Si j'ai encore oui, allez-y. Il y a un point essentiel qui me semble. Alors on parle de recrutement, on parle de formation.
le sujet de la transmission de compétences, parce que alternance veut dire aussi transmission de compétences. Des professionnels de Dalkia, de nos entreprises, doivent accompagner les jeunes ou les moins jeunes en formation. Cet acte-là, cette action, cette mission est de notre point de vue un point essentiel, une réponse, en tout cas un point essentiel pour répondre de façon satisfaisante à la problématique. C'est un facteur de fidélisation, c'est un facteur de transmission de compétences, et puis après d'échanges entre générations, mais ça c'est encore un autre sujet. Merci beaucoup. Hervé Maillard, du côté du nucléaire, vous avez mis en place aussi des solutions, on va dire, avec effet immédiat. Je voulais que vous nous parliez des bourses. Oui, tout à fait. Alors, je voulais insister sur 2 messages qui ont été passés par mes collègues, mais sur lesquels je considère que c'est très important dans le cadre de ce que je vais dire. C'est que l'emploi industriel doit être un emploi local. Si on fait venir les gens de l'autre bout de la France, ça sert pas à grand chose, hein, et c'est pas très économe en CO2. Donc, il faut qu'on dispose en local des formations, des emplois qui sont adaptés. Alors effectivement, dans le nucléaire, comme on est en reconstruction, je dirais, de tout un écosystème de formation, on a une démarche qui a été lancée il y a un peu plus d'1 an, qui est déjà de faire le diagnostic des métiers dont on va avoir besoin au niveau national et au niveau local. On citait tout à l'heure les soudeurs, mais on aurait pu citer la maintenance électrique, maintenance machine tournante, tous ces métiers-là, avec parfois des passerelles avec les autres filières. La filière aéronautique, on peut retrouver des similarités ou des modules de formation communs. Et donc cette identification, elle se fait au niveau régional aussi, vous la faites pour l'Occitanie? Tout à fait. Donc on va la faire. C'est pas encore tout à fait fait au niveau Occitanie, au niveau des bassins d'emploi quand ce sera nécessaire. Alors ça, c'est le premier outil qui est un peu long terme, qui est une démarche de fond. Et pour répondre à des besoins plus court terme, effectivement, on a lancé avec l'aide de l'État, ou je pourrais même dire le financement de l'État, directement de la Direction générale des entreprises, un système de bourse, alors qu'on a expérimenté sur la rentrée 2021-2022, dans 10 régions françaises. Donc il y a un lycée pour la région Occitanie qui est situé à Bagnols-sur-Cèze, alors un petit peu de l'autre côté de la région Occitanie par rapport à aujourd'hui. Et donc l'objectif de ces bourses, c'est d'offrir sur nos métiers en tension un facteur d'attractivité très complémentaire, je dirais, par rapport aux emplois que les gens vont pouvoir trouver. Globalement, on finance une partie importante des études des jeunes. Cette année, c'est 50 bourses, donc 5 élèves sur les 10 régions sur lesquelles on a mis ça en place. Et pour la rentrée 2022-2023, 2023-2024, on va passer à 200 bourses, avec soit la question d'élargir sur le nombre de lycées, on n'a pas encore tout à fait tranché, ou d'augmenter sur les lycées le nombre d'étudiants qui vont pouvoir bénéficier de ces bourses. Ça, c'est un outil extrêmement concret et qui, quand on discute avec les jeunes qui en bénéficient, marche très bien. Enfin, je veux dire, les jeunes sont très satisfaits. Et par rapport à la formation continue, qui est aussi un des besoins très importants, j'aurais voulu insister sur le fait que, avec l'aide de l'État dans le cadre de France Relance, on a mis en place des outils permettant aux industriels de développer dans les usines des outils de formation. Donc l'État a mis à peu près 25 millions d'euros, plus de 25 millions d'euros sur la table pour aider les industriels à développer des capacités de formation dans leurs usines, en local. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que quand l'État met 1 euro, l'industriel met 1 euro sur la formation. Donc en fait, le facteur d'accélération, il est considérable. Ce n'est pas 25 millions d'euros investis par l'État, c'est au total 50 millions d'euros investis, plus de 50 millions d'euros investis par l'industrie au total. D'accord. Jalil Ben Abdillah, je voulais vous faire réagir sur ce qui vient d'être dit. On voit que les industriels ne ménagent pas leurs efforts et développent toutes les possibilités pour aller chercher cette main-d'œuvre, ces candidats à l'emploi, que ce soit sur de la formation initiale, sur de la formation continue, sur des demandeurs d'emploi. Comment on explique à ce point qu'il n'y ait pas, sans rentrer dans ce qu'on fera pour l'avenir, mais déjà, est-ce que c'est une fierté de voir qu'il y a autant de démarches et que là où vous alliez il y a quelques années chercher les industriels ou les entreprises pour leur dire il vous faut recruter, tout d'un coup, ils sont tous là présents et avec des démarches très concrètes?
D'abord, de dire que c'est un momentum important parce qu'on travaille ensemble et il y a une intelligence collective qui nous a été imposée par le contexte de crise. Et donc, le travail avec l'État, le travail avec les collectivités locales, le travail avec les professionnels et les filières, et donc aujourd'hui porte ses fruits. Donc, il y a une préoccupation commune et on travaille de manière, je le dis, intelligente ensemble sur les enjeux, les priorités et les dispositifs que la région, par exemple, met en place répondent à des besoins précis, à une expression des besoins. Vous voyez, sur le décalage entre, vous l'avez dit tout à l'heure, les formations et les besoins des entreprises, sur les formations courtes, les formations intégrées au sein des entreprises. On a gagné en agilité. On a gagné en agilité, en efficacité. En tout cas, on se parle de manière très pragmatique et très concrète. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est un bénéfice de cette crise et il faut tirer quelques enseignements, mais je veux dire, celui-là a été tiré, donc le travail collaboratif est là. Deuxièmement, il y a des menaces réelles, pour dire les choses, et tout le monde est conscient de ces menaces-là. Les menaces sont sur, évidemment, le désintérêt pour le travail et pour l'industrie, mais pas que, parce qu'avant, on parlait des métiers en tension qui étaient ceux de l'hôtellerie, de la restauration, etc. Aujourd'hui, vous avez autour de la table des entreprises qui sont pas du tout dans ces secteurs-là. On parle de l'industrie, on parle aussi de l'aéronautique. Hier, j'étais avec le PDG d'Airbus qui dit que l'Airbus est concerné aussi par ces problématiques-là. Il n'y a plus aucun secteur qui est épargné par ces problématiques. Alors que c'est vrai qu'avant, on pouvait parler d'Airbus, du spatial, voilà. Le nom suffisait. Le nom suffisait à attirer. Puis la banque, puis etc. Quelques secteurs. Aujourd'hui, tout le monde est concerné. Donc, il y a une prise de conscience. Enfin, il y a des menaces qui peut-être qui sont aujourd'hui pas très visibles, mais qui sont réelles. Par exemple, les tensions dans le domaine du numérique, elles existaient avant. Vous voyez, elles ont été amplifiées par la crise, mais elles existaient avant. C'était un domaine qui était en forte croissance et les problématiques de trouver des ressources pour ce domaine-là étaient... Donc, ils connaissent ces problèmes-là. Mais il y a de nouvelles menaces par l'hybridation du travail, le télétravail, qui fait que, par exemple, des entreprises étrangères viennent aujourd'hui recruter des compétences chez nous, tout en les laissant chez nous, donc par le télétravail, et donc viennent déséquilibrer un système sur lequel nous, on est en train de travailler pour attirer les compétences. Donc, il y a des opportunités fortes, mais il y a aussi quelques menaces et on doit être vigilants ensemble. Donc, le travail qu'on fait, c'est d'avoir cette vision micro- et macroéconomique intelligente, et puis qu'on complète les dispositifs existants. Vous l'avez dit, le travail qui a été fait avec l'État. On n'a pas parlé d'un dispositif qui s'appelle territoire d'industrie. Il y a 10 territoires labellisés industrie en Occitanie, qui ne sont pas dans les métropoles. Ça matche aussi avec la volonté de la région de territorialiser son industrie et donc de faire de la réindustrialisation aussi dans les territoires et hors métropole. Donc, dans des territoires qui n'y étaient pas forcément. Mais il y a une acceptabilité depuis la crise qui n'existait pas. Il y a des élus locaux qui aujourd'hui mettent du foncier alors qu'ils étaient réticents au début. Enfin, il y a tous ces paradigmes qui sont en train de changer et on est dans un momentum où tout le monde a pris conscience de l'importance de réindustrialiser notre pays, donc a fortiori notre région. Et juste pour dire, la réindustrialisation qui est dans ma délégation n'est pas seulement évidemment la partie apparente de l'iceberg qui est attirer des investisseurs étrangers pour qu'ils viennent s'implanter ici. On a vu hier l'exemple d'Evotech qui est passé de 200 à 850 salariés. C'est très très bien et on en est fiers. Mais il y a toute la structuration des filières existantes et de l'endogène qu'il faut continuer à renforcer pour pouvoir faire nos masques, pour pouvoir faire nos blouses pour nos infirmières, pour pouvoir faire des dispositifs médicaux et tout autre en autonomie. Et donc on est en train de travailler sur notre autonomie, notre souveraineté économique dans l'énergie, dans la santé, dans l'alimentation, dans d'autres secteurs. Donc voilà, le travail collaboratif entre opportunités et menaces est très important en ce moment. Alors si vous voulez bien, messieurs, je vous propose à présent que nous passions, que nous nous projetions vers l'avenir, vers un présent qui est juste demain, là et l'avenir. C'est comment faire pour attirer plus de profils, pour aussi faire monter en compétences les profils que l'on a déjà dans les entreprises, pour ne pas perdre justement cette main-d'œuvre qualifiée et qu'elle puisse participer à cette industrie du futur que vous appelez de vos voeux et qui est ce vers quoi la région Occitanie se projette. Jacques-Olivier Solé, vous avez chez Dalkia identifié 3 grands objectifs pour demain, pour attirer les profils. Tout d'abord, la féminisation. On le disait tout à l'heure, l'industrie aujourd'hui, c'est 10 à 15% de profils féminins. Est-ce qu'on peut vraiment se passer de 50% des demandeurs d'emploi? Se passer de 50% du corps social, compte tenu des sujets qu'on évoque depuis 3 quarts d'heure maintenant, ce serait
Voilà, donc chez Dalkia, c'est à peu près 15% de l'effectif au total qui est féminisé, en progression constante, mais forcément marginale. Et donc, effectivement, c'est un enjeu très, très, très important pour le groupe. Et alors, à la fois de féminiser l'intégralité de l'effectif, mais aussi, et peut-être prioritairement, démarrer par le haut de l'escalier, si je peux le dire, et de féminiser déjà le taux d'encadrement de façon importante, puisque y a probablement encore à travailler sur lever un certain nombre de stéréotypes sur la façon dont des métiers seraient réservés aux hommes alors que d'autres seraient réservés aux femmes. Vous avez d'ailleurs une directrice de région Sud-Ouest. Enfin, l'idée, c'est de donner des modèles, des exemples. Nous avons une présidente directrice générale, une directrice régionale, donc effectivement... quelque part, alors j'ai parlé d'exemplarité, mais Sylvie, si tu m'entends. Bon, c'était la petite boutade. Non, mais c'est important parce que effectivement, on a toujours beaucoup de raisons d'entendre dans nos équipes managériales que c'est pas possible parce que les vestiaires ceci, parce que tel machin, parce qu'il y a que des hommes et que donc si une jeune femme venait rentrer dans les équipes, ce serait pas possible. Oui, mais là c'est trop. Voilà. Donc on en est encore là. Je pense que Dalkia a bien évolué, mais allez, soyons modestes là-dessus. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et on l'évoquait avec mes collègues tout à l'heure, avant de se réunir ici. À la limite, c'est au berceau qu'il faut attaquer le sujet. C'est d'abord il faut convaincre les parents, il faut aller convaincre les jeunes filles dans les collèges pour je vais prendre un mot à la mode, mais il faut déconstruire les stéréotypes. Il n'y a pas de métier réservé aux hommes et des métiers prétendument réservés aux femmes. Et donc, vous aviez d'ailleurs été très innovant. Oui, alors nous avions Capital Filles. Nous avions noué un partenariat avec Capital Filles qui visait effectivement à promouvoir les métiers auprès d'un public féminin dans les collèges et dans les lycées auprès de jeunes filles. Le principe étant d'identifier des volontaires dans nos équipes, des femmes, pour marrainer des jeunes filles, pour les accompagner dans la construction de leurs projets professionnels, leurs projets de formation, justement pour démontrer que on peut être une femme et avoir une carrière extrêmement intéressante chez Dalkia. Autre objectif pour vous, pour attirer les profils vers de l'avenir, enfin pour demain, c'est d'arriver à attirer des profils par la digitalisation de vos métiers. Alors, je vais déjà, si vous permettez, avant d'attirer, déjà, je pense que le deuxième sujet fondamental, c'est déjà éviter que nos gens partent. Oui. Et donc la fidélisation de nos équipes, c'est un truc super important parce qu'on investit dans de la formation. Donc quelque part, ça appelle la marque employeur, enfin développer la marque employeur. Et je suis sensible à ce qui a été dit juste avant. Le nom d'entreprise ne suffit plus. Avant, il y a des gens de notre génération on commence à blanchir, ce qui n'est pas votre cas. Il suffisait de citer le nom d'un grand groupe prestigieux et ça suffisait pour remporter la partie et d'aller faire un stage et ensuite de projeter une carrière extrêmement valorisante dans un groupe extrêmement intéressant. Aujourd'hui, manifestement, c'est quelque chose qui ne marche plus. De dire nous sommes Dalkia, nous sommes groupe EDF, nous sommes Airbus, c'est pas la jeune génération n'est pas forcément n'est pas en appétence avec ça. Du coup, il faut trouver des choses pour faire rentrer des gens chez nous, mais du coup, il faut garder nos gens. Qu'est-ce que ça va être justement qui va permettre de fidéliser ? Eh bien, ce qui fait, on le sait bien, toutes les études un peu sérieuses sur le management, la motivation, mettent en numéro 1 le lien avec le manager. Donc le lien dans l'équipe, mes collègues, est-ce que je suis bien avec mon manager ? Est-ce que je suis reconnu ? Et le deuxième sujet aujourd'hui, et encore plus dans les jeunes générations, c'est le sens. Alors nous, je parle dans une entreprise, on a un sens extraordinaire, on sauve la planète. Donc ça c'est génial pour ça. C'est pas forcément le cas de toutes les entreprises, mais déjà fondamentalement de trouver le sens. Mais fondamentalement, l'équipe de travail, le lien, le rôle du manager. Et tout à l'heure, j'évoquais le rôle du tuteur dans le cadre de l'alternance. Le rôle du tuteur, le compagnonnage, la transmission des compétences et le fait que je me sens bien dans mon équipe, c'est quelque chose qui est probablement un des facteurs les plus importants de la fidélisation. En plus, bien entendu, de l'entreprise responsable, la marque employeur et le fait d'être un bon employeur. Et les perspectives d'évolution métier aussi. Alors, il se trouve que, comme beaucoup d'entreprises, nous vivons aujourd'hui une transformation très très importante de notre métier, une transformation d'une digitalisation du métier. Ça crée de la valeur pour nos clients. Le client est demandeur, on offre un service supplémentaire qui permet d'accéder à un certain nombre d'informations et de pilotage de la performance énergétique.
mais ça a un effet très très important dans le quotidien du travailleur et du salarié. Il y a quelques années, le technicien intervient directement sur des installations pour les régler, pour les maintenir. Aujourd'hui, beaucoup d'actions sont réalisées avec un smartphone. C'est une révolution absolue. Et du coup, la transmission de compétences, alors ça peut être un avantage, hein, le numérique pour des petits jeunes geeks qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui vont apprendre aux anciens à utiliser le smartphone. C'est pas si vrai que ça. Ça aussi, hein, c'est un stéréotype. Mais allez, on va aller sur ce cliché. Pour autant, la transmission de compétences entre l'ancien qui connaît bien le métier, qui connaît bien ses installations, et le jeune qui va aider l'ancien à faire évoluer sa pratique professionnelle dans le cadre de la numérisation qui le met lui-même en difficulté, je pense que c'est sans doute quelque chose de très important dans les mois et années qui viennent. Hervé Maillard, pour les métiers de l'industrie, il faut du nucléaire, pardon, en particulier, il faut revaloriser ces métiers, il faut raconter une histoire pour attirer demain. Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut raconter une histoire sur la durée, c'est-à-dire pas simplement dire bon bah voilà, on vous embauche pour 2 ans, vous allez faire telle activité, et puis dans 2 ans, bah, le jeune, il aura envie de changer d'entreprise, changer de domaine. Donc en fait, il faut raconter une histoire. Il faut lui dire, voilà, le geste métier que tu vas faire, il va servir à ça, il va s'insérer dans tel écosystème d'entreprise, tel écosystème de métier en général, et ça va servir à ça. Et je reviendrai sur le numérique qui vient d'être cité. C'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique est une opportunité parce que bah, les jeunes sont plus numérisés que nous qui avons des cheveux gris. Donc, ils rencontrent un monde dans l'industrie qui est plus proche du monde du téléphone portable avec lequel... Donc, il y a plus d'appétence peut-être pour... Et donc, c'est vrai qu'une personne qui part faire une activité de maintenance avec une tablette plutôt que de partir avec une note en papier épaisse comme ça, un jeune s'y retrouve plus facilement. Donc effectivement, je pense qu'il faut raconter une histoire, et pour le nucléaire, moi j'insiste toujours beaucoup sur la décarbonation de l'économie. On décarbone pas tout à fait un haut fourneau comme on décarbone une voiture, hein, ça demande plus d'électricité. Et donc faire partie de cette aventure, ça me semble attirant et susceptible d'attirer les jeunes. Par contre, il faut aller leur raconter ça en sortie de 5e, pour les bacs pro, avant qu'ils commencent à s'insérer dans la formation de bac pro, avant les formations de BTS. Après, c'est trop tard. Le jeune, il a choisi. Il faut vraiment aller au plus proche du terrain, raconter ça dans les lycées et dans les collèges. Autre point aussi pour cette attractivité des métiers, mais aussi pour anticiper, parce qu'aujourd'hui on peut anticiper avec tout cet élan sur la réindustrialisation et sur les centrales nucléaires suite aux annonces faites par le président de la République. Vous savez par exemple qu'une centrale va être en service, vous me donniez un exemple, en 2030. Qu'est-ce que ça vous permet de faire ? Alors 2030, c'est le début de la construction des SMR, et la centrale EPR, la première centrale EPR, devrait plutôt être en service entre 2035 et 2040. Il faut revenir aux fondamentaux sur les métiers dont on va avoir besoin dans toutes ces phases. C'est-à-dire quand on va lancer la construction d'une centrale dans les années à venir, on va avoir d'abord besoin de génie civiliste, puis après on va avoir besoin de mécaniciens, de soudeurs, puis après de personnes qui vont démarrer la centrale, donc d'essayeurs, puis après d'exploitants pendant les 60 ans d'exploitation de la centrale. Donc c'est toute une aventure qui va durer 80 ans. Donc ça permet sur un territoire d'anticiper et d'aller dire, voilà, ici on peut commencer à former tel type de profil parce que d'ici 4 ans, 5 ans, 6 ans, il y aura l'emploi qui correspond. Tout à fait. Et c'est là où on a besoin de la proximité. Donc je suis tenté de dire des régions, des rectorats, pour travailler avec nous sur cette construction que je qualifierais de collective et qui est extrêmement importante. Mais je pense que dans d'autres industries comme l'aéronautique, ça doit être pareil. Vous travaillez d'ailleurs vous avez échangé avec la rectrice d'Occitanie, je crois. Tout à fait. Donc, pourquoi faire? Pour mettre en place quel type de dispositif? C'est une idée qu'on est en train de creuser. Je voudrais pas vendre la peau de l'ours. Non, mais c'est pour dire que ça bouge et qu'il y a des passerelles qui se mettent en place. L'idée, c'est de dire que dans nos métiers techniques, les entreprises, comme je le disais tout à l'heure, prennent un soudeur, prennent un électricien en sortie de BTS et le forment. On pourrait travailler avec les rectorats, et pas forcément en Occitanie, dans l'ensemble des régions, sur dire, c'est une partie de cette formation, on la mutualise
dans le lycée. Et c'est gagnant pour nous parce que du coup, les entreprises n'ont pas à faire cette formation à leurs frais. Et c'est gagnant, je pense, pour les jeunes parce que on pourrait mutualiser ces référentiels de formation avec d'autres industries, ici l'aéronautique par exemple. Et c'est gagnant pour les régions parce que du coup, elles fidélisent ces jeunes qui, derrière, ont la bonne formation et donc qui vont rester dans l'écosystème. Alors messieurs, on va accélérer un petit peu parce qu'on se rapproche de la fin. Il nous reste quelques minutes de cette émission. Bruno Bergouin, c'est un travail de longue haleine. Vous l'avez, je crois, exprimé, qui passe par des petites actions très concrètes. Alors, je voudrais qu'on en cite quelques-unes. Vous m'avez parlé d'Escape Game, vous m'avez parlé des démarches que vous faites au sein des collèges. Racontez-nous un petit peu ces exemples. On ne sera pas exhaustif, mais d'actions mises en place. C'est toujours difficile, mais effectivement, tout part de l'observation des métiers et de l'évolution des métiers. On en parlait, on a donc un organisme qui s'appelle l'ORCI, qui est un observatoire qui va détecter ces nouveaux métiers. Mais effectivement, quand on a fait ces diagnostics, après, il faut y aller. Il faut aller au contact des collégiens. Donc le niveau d'entrée, c'est quand même les collégiens. C'est là où parents, élèves commencent à se poser les premières questions sur qu'est-ce que je veux faire dans le futur. Et c'est là où il faut intervenir. Et nous visitons. Nous avons des chefs d'entreprise qui vont bien sûr voir ces collégiens. Nous organisons des classes en entreprise pendant 3-4 jours. Là, le prof vient avec sa classe et voit une entreprise, le fonctionnement d'une entreprise. Pour vous donner des idées quantitatives, hein, on a vu 600 élèves l'an dernier à travers des classes en Occitanie. Alors, c'est beaucoup et pas beaucoup par rapport au nombre de collèges, ça veut dire qu'il faut l'intensifier. Et puis effectivement, on a mis en place des jeux qui permettent collectivement à 5, 6, 10 collégiens de construire, de voir les technologies qui vont être nécessaires pour l'avion du futur, les technologies nécessaires pour fabriquer un satellite ou pour des technologies pour construire une voiture. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle ces escape games, où effectivement les collégiens, le temps d'1 heure ou 2, vont s'exercer en travail collectif à monter un petit équipement, monter un produit. Et ça passe par cette sensibilisation pour qu'ils voient que ça fait appel à beaucoup de choses, ça fait appel au travail en équipe, ça démystifie aussi le fait homme ou femme. Tous les métiers sont ouverts aux femmes et par définition aux hommes et vice-versa. On en parlait tout à l'heure avec les cobots, les robots. La moindre tâche difficile dans un atelier est maintenant rendue accessible à tout le monde. Donc d'ailleurs, dans l'industrie, c'est pratiquement là où il y a moins d'accidents du travail. Je le fais remarquer. C'est-à-dire que là, vous avez sur l'aspect RSE des sociétés qui veulent vraiment garder leurs employés en bonne santé. Je ne dis pas que les autres ne veulent pas. Oui, mais on a vraiment ça dans notre ADN. Et voilà. Vous continuez, bien sûr, dans vos 34 centres de formation. Alors, on a aujourd'hui, le classique, c'est l'apprentissage. On a 2000 apprentis chaque année sur nos 4 centres de formation en Occitanie, qui ne forment pas d'ailleurs que des gens pour l'aéronautique et la métallurgie. On en a qui viennent pour la SNCF, il y en a qui repartent dans le bâtiment ou qui vont dans le bois et la plasturgie. Et puis, on a parlé tout à l'heure de SAMEPOE, qui est la formation continue pour les demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est les 3 outils habituels. La détection, l'apprentissage, la formation continue. Mais après, il faut aller encore plus en amont. Et là, c'est dans les collèges, c'est ces space games, ces motivations, cette information. Et donner aussi aux outils aux jeunes dans les lycées et dans les académies, les former à ce qu'est devenu l'industrie. Parce que dans le monde académique, il y a des gens de bonne volonté, c'est sûr, mais il y a des gens qui n'ont pas forcément traîné bien longtemps dans l'industrie, s'ils ont traîné un jour. Donc il est important de leur donner aussi les outils, de les projeter sur cette industrie du futur. Voilà, et c'est ce que nous essayons de faire, et ça c'est un travail de fourmi, vous avez raison. Alors Jalil Benabila, on va conclure ensemble avant de retrouver Sylvain Vidal et Olivier Chanel qui vont venir me rejoindre dans quelques instants. On l'a dit, ces métiers de demain, cette industrie, elle est en véritable transformation. Il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ont changé pour pouvoir attirer les jeunes. C'est aussi la mentalité qui a changé. Et donc, il faut s'y adapter et dans tous les métiers. Oui, on l'a dit, il y a une vraie quête de sens, ça a été dit et répété, et c'est une réalité. Je vais vous donner 2 exemples très précis. J'étais avec la présidente Carole Delga en visite d'un chantier d'excellence dans le bâtiment. Et en fait, le témoignage de 2 jeunes, une jeune fille et un jeune garçon, qui travaillent donc dans ce secteur-là, a été
la meilleure démonstration, en fait. Et ce que je veux dire par là, ce sont les ambassadeurs, c'est les jeunes qui parlent aux jeunes. Il est évident que moi, quand je vais, ou avec mes collègues, etc., dans un lycée, je peux parler d'entrepreneuriat, je peux parler de ce qui est possible, du storytelling de mon histoire, pour montrer qu'on peut franchir des étapes et que le mérite finit par amener des solutions. Mais si c'est un jeune qui parle de son métier, de ce qu'il vit, etc., il témoignait sur la pénibilité, sur le temps qu'il avait, sur la fierté qu'il avait à passer devant un bâtiment, dire je l'ai construit. Enfin, il y a tout ça. Ça parle à des jeunes. Donc, il faut utiliser ces ambassadeurs-là. C'est très important. La deuxième, c'est de dire, évidemment, il faut tenir compte de ces nouveaux paradigmes et ouvrir les chakras. Par exemple, dans le stage de troisième, qui est le premier stage à laquelle les élèves sont confrontés avec le monde économique. Beaucoup n'ont pas de stage ou ne trouvent pas de réponse à leurs demandes. Vous voyez, il y a des parents désespérés qui viennent la veille avec des CV, etc. Eh bien, le monde économique, nous, on doit prendre conscience que c'est le premier contact avec ce monde économique qu'il faut le rendre, on va dire, chaleureux, acceptable, ouvert. Que ça soit une belle expérience. Et oui, donc quand on lutte contre tous ces stéréotypes, on a aussi un travail à faire, à permettre à tous les jeunes de troisième d'avoir un stage et une belle expérience et à prendre en conscience que ce stage-là d'une semaine, vous voyez, peut être aussi très déterminant pour la suite. Donc l'anticipation, c'est pas a posteriori, c'est a priori qu'il faut faire des choses. Donc on a beaucoup de travail à faire à tous les étages pour permettre évidemment à l'industrie, mais à l'économie en général et au monde économique en général, évidemment de faire sa mue. Évidemment, ça, on a parlé des outils, de l'industrie du futur. Je veux dire deux choses pour ce qui concerne la région. On est dans une temporalité importante. En ce moment, on est dans les concertations pour la nouvelle stratégie régionale emploi-croissance qui englobe les 4 schémas, dont le schéma régional développement économique, innovation, industrialisation, qui concerne l'industrie. C'est en ce moment même, il y a 13 concertations dans tous les départements et le 7 avril à Toulouse. Et l'autre qui est très important, c'est ce qu'a lancé la présidente Carole Delga, c'est le pacte pour l'embauche qui est avec 50 partenaires, dont certains sont ici, l'IMM entre autres, et qui me donne 40 mesures très précises pour la mobilité, pour lever tous les freins à l'accès à l'emploi. Pour que les gens ne puissent pas dire je ne peux pas parce que je n'ai pas de transport, je ne peux pas parce que je n'ai pas de moyens de gare, la garde d'enfants, etc., le stage, l'encadrement, le parrainage, le mentorat. Enfin, il y a plusieurs actions très précises et la région, c'est un projet qui a été donc financé et dont la région cofinance bien sûr tous les dispositifs qui sont dedans. Donc c'est des mesures très précises, le pacte pour l'embauche et évidemment qui dit pacte dit la région joue son rôle d'institution en finançant les dispositifs et l'économie joue son rôle d'offreur de solutions, d'amélioration des conditions de travail, etc., etc. Voilà. Messieurs, je vous remercie pour cette heure passée ensemble. Nous avons posé des constats, nous avons parlé des solutions que vous mettez tous en place dans cette belle émulation qui va être celle de la réindustrialisation. Et puis nous avons essayé de nous projeter vers l'avenir pour voir comment on peut demain faire mieux, attirer les talents vers vos secteurs d'activité. Je vous propose tout de suite de retrouver Sylvain Vidal pour la conclusion de cet échange. Je vous laisse sortir. Il n'est pas là, Sylvain Vidal. Alors nous revoici pour conclure. On a débuté ensemble cette table ronde. Sylvain Vidal, on a tenté de dégrainer un petit peu tout ce qui était possible sur notre région, en tout cas tout ce qui était mis en place. J'aimerais que, pour conclure, vous nous parliez de ce que vous allez lancer, vous aussi, c'est cette campagne sur l'alternance. Oui, en effet, peut-être juste 2 mots avant de lancer la campagne sur l'alternance et vous en parler parce que voilà, c'est l'action qui va s'engager rapidement. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé particulièrement marquant, c'est la convergence de vues que nous avions tous, à la fois, je dirais, sur le diagnostic et les enjeux, mais aussi la convergence d'actions
à la fois sur les enjeux d'attractivité et les enjeux de formation. Et ce qui me paraît en effet fondamental, c'est à quel point, pour répondre, je dirais, aux motivations, aux aspirations des jeunes, c'est mettre en lumière pour eux à quel point leurs métiers dans l'industrie demain peuvent être porteurs de sens, de faire un métier qui compte, pour dire ça simplement. Et puis, en même temps, l'opportunité pour eux d'avoir des défis à relever, d'exprimer leurs talents. Et ça a été dit aussi dans un environnement où l'approche managériale, l'approche collaborative a énormément évolué. Alors, tout ça, il faut le donner à voir. Et pour nous, un des moyens de le donner à voir, c'est en effet privilégier l'alternance dans nos recrutements. Le groupe EDF en Occitanie recrute de l'ordre de 300 collaborateurs par an et recrute aussi 250 alternants. Ça veut dire que nous avons, comme souvent c'est des cycles d'alternance de 2 ans, on a environ 500 alternants en permanence dans l'entreprise. Et donc c'est aussi un moyen de toucher de manière très opérationnelle ce qu'on vous a tous dit comme élément d'attractivité. Donc en effet, nous lançons notre campagne d'alternance, puisque ça se joue au printemps, on est en plein dedans. On va le lancer à travers les réseaux sociaux, à travers des rendez-vous. Et donc, voilà, c'est une opportunité qui arrive très très vite en Occitanie à travers cette offre du groupe EDF. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette table ronde et d'avoir été partenaire. Donc, la région Occitanie, Eldorado du recrutement. On a essayé de vous donner des pistes sur ce qui se faisait, en tout cas à travers ces entreprises de riches dans la région et cette émulation. Je voudrais qu'on conclue, bonjour Olivier Chanel, avec vous, parce que vous êtes le directeur général adjoint de GL Events. C'est vous qui nous recevez aujourd'hui dans ce studio, le centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse, mais ce n'est pas le seul site sur lequel vous œuvrez. Oui, tout à fait. Bonjour. Donc, tout d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir fait confiance et d'avoir l'opportunité de vous accueillir dans ces studios du 3e. On a un partenariat de longue date avec la lettre M et c'est très bien qu'on puisse continuer comme ça parce que nous, on en est très contents. Donc effectivement, moi je suis directeur général adjoint d'une structure qui s'appelle Toulouse Événements, qui est la filiale toulousaine d'un gros groupe GL Events, leader mondial dans l'événementiel. Et sur le périmètre de Toulouse, on a 2 métiers en fait. Un métier d'organisation d'événements où on organise des événements comme l'Afro International qui ouvre ses portes samedi au Mythe. Et on a aussi le pendant d'accueil d'événements. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher des événements à caractère national et international et de les faire venir sur le territoire toulousain. Et pour cela, donc dans le cadre de délégation de services publics, on gère 3 sites. Un site qui sont les espaces Vanel, qui sont les toits de l'Arche Maringo à la médiathèque, en fait. C'est plus connu sous le nom de la médiathèque. Et là, c'est un espace réceptif au dernier étage avec une terrasse, vue sur les Pyrénées et vue sur Toulouse, surtout. Voilà. Ensuite, on a un deuxième espace dans lequel nous nous trouvons, qui est le centre de congrès Pierre Baudis, donc un espace plutôt multifonction qui permet d'accueillir des congrès, des conventions. Et puis, le dernier né, c'est ce studio au 3e, qui est un endroit plutôt convivial de réunion et qui permet en fait des échanges peut-être plus faciles. Et dans lequel on a implanté un studio pendant la pandémie, du coup. Puisque c'était la seule opportunité d'avoir des événements. Et puis le dernier outil qu'on a en gestion, le dernier site, c'est le Mythe, donc qui a été construit pour remplacer le parc des expositions qui était sur l'île du Ramier, mais pas que, puisqu'il a été pourvu d'un centre de convention. Donc nous avons un espace parc des expositions, 40 000 m² d'un seul tenant, modulable en 7 halls, plus un centre de convention pour des congrès jusqu'à 3500 personnes. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis sur l'un de vos sites. Encore merci Sylvain Vidal. Merci à vous de nous avoir suivis chez vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle table ronde de la lettre M.